Lorsque Blinken vient dans la région, il pense évidemment à la guerre de Gaza, mais et il pense éventuellement aussi à une guerre avec le Hezbollah, mais en réalité, il pense au-delà à la guerre globale avec l'Iran, avec l'affrontement entre les Occidentaux et la Russie à propos de l'Ukraine, et en définitive, il pense au jeu chinois. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Michel Gurfinkel. Michel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, nous vous avons sollicité en tant qu'expert dans les relations entre Israël et les États-Unis à l'occasion de la visite d'Anthony Blinken en Israël. C'est la 5e visite depuis le début de la crise. Et alors, on a le sentiment que d'abord, la priorité, ça va être le Nord pour essayer de désamorcer cette escalade de la violence auquel on assiste ces derniers jours, même ces dernières semaines. Est-ce que d'abord, vous pensez que les Américains ont la possibilité, la capacité de parvenir à un accord entre Israël et le Hezbollah, ou entre Israël et le Liban, qui permettrait de calmer les esprits et de retrouver une sorte de sérénité le long de la frontière entre Israël et le Liban? Une sérénité le long de la frontière, je crois que c'est beaucoup dire. En revanche, ce que les Américains veulent obtenir, c'est l'assurance, et une assurance qui ne viendrait pas, bien entendu, seulement de déclarations de responsables, mais qui reposerait sur beaucoup de données stratégiques, géopolitiques, diplomatiques, dont publiques ou non publiques, l'assurance qu'il ne va pas y avoir une nouvelle guerre qui va s'ouvrir entre le Hezbollah et Israël. Ça veut dire que vous pensez qu'il y a une possibilité, d'après les derniers discours de Hassan Nasrallah, on l'a vu la semaine dernière, et au début il était plutôt menaçant, après il était, on va dire, entre guillemets, plus conciliant. Est-ce que vous avez le sentiment que du côté de Nasrallah, il y a une possibilité, il comprend toujours que il risque gros si il devait aller beaucoup plus loin que ce qu'il a fait, y compris même ces dernières 48 heures avec l'attaque du Hezbollah contre cette base militaire hautement protégée de Tsahal sur le mont Méron? Tout le monde sait que le Hezbollah est une puissance militaire régionale importante, sans comparaison par exemple avec ce que le Hamas peut être par ailleurs, ou pouvait être par ailleurs. Il faut comprendre que depuis plusieurs semaines, les Israéliens ont porté des coups extrêmement durs au Hezbollah. Le Hezbollah est parvenu à marquer un point par son attaque contre la base du mont Méron. Fondamentalement, on est dans une situation où le Hezbollah considère qu'il ne peut pas rester complètement passif au nom de la solidarité qui le lie, sinon au Hamas en tant que tel, du moins à ce qu'on appelle entre guillemets la lutte ou la résistance palestinienne. Mais d'un autre côté, le Hezbollah sait également qu'une guerre qui se déroulerait avec la même intensité que la guerre de Gaza, lui coûterait extrêmement cher. Et il faut bien comprendre que le Hezbollah n'est pas dans la même situation que le Hamas à Gaza. Le Hamas à Gaza contrôlait Gaza, c'était beaucoup, mais ça s'arrêtait là. Son but était de prendre le contrôle de l'ensemble du militantisme armé palestinien, notamment en Cisjordanie, et en fait de renverser l'autorité palestinienne en Cisjordanie. Le Hezbollah, lui, est dans une situation extrêmement différente, puisque de facto, il a déjà obtenu les résultats stratégiques fondamentaux qu'il avait depuis toujours. Ça fait maintenant beaucoup d'années qu'il contrôle de facto le Liban. Il n'est pas dans la même situation. Les enjeux sont beaucoup plus importants
pour lui, il a littéralement beaucoup plus à perdre qu'à gagner dans une confrontation, tandis que le Hamas pouvait penser qu'il avait beaucoup plus à gagner qu'à perdre dans une confrontation. Alors, je voudrais qu'on descende vers le sud et qu'on parle de la bande de Gaza. Anthony Blinken vient ici aussi pour écouter de la part des dirigeants israéliens quel est leur positionnement dans l'après-guerre. Et je voudrais vous poser la question, Michel, comment explique-t-on que l'administration américaine, l'administration Biden reste engoncée dans des paradigmes d'avant le 6 octobre, veuille relancer l'idée de 2 États pour 2 peuples, alors que ici en Israël, tout le monde, on va dire de la gauche à l'extrême droite, eh bien, on affirme que c'est certainement pas une solution viable pour régler le conflit. Vous savez, ce qu'on pourrait appeler les paradigmes ont une vie propre qui n'est pas un temps propre qui n'est pas celui du reste de la vie. Lorsque vous avez des idées qui ont l'air d'expliquer beaucoup de choses dans une situation politique ou dans une situation stratégique, on conserve cette idée, ce paradigme très longtemps, même lorsque de manière évidente, ça ne correspond plus à la réalité. Donc, le monde des chancelleries, le monde diplomatique, travaille sur un certain nombre de conventions. L'une de ces conventions est que la solution à terme du conflit du Moyen-Orient, c'est la création d'un État palestinien à côté d'Israël, même si tous les événements pratiquement depuis l'origine ont infirmé cette vision, on continue à tenir à cette vision parce que on ne trouve absolument pas d'autres visions qui puissent donner l'impression de fonctionner. Ce qui est plus important que, disons, ce genre de propos, ce qui est plus important, c'est les accords concrets en vue d'actions concrètes qui peuvent être pris, décidés à un moment ou à un autre. Il y a par exemple un accord de facto que personne ne formule de manière trop explicite, mais il y a un accord de facto qui est en place depuis le 7 octobre, qui pour l'instant n'a pas encore été, n'est démenti réellement par personne. Et cet accord, c'est laisser les Israéliens aller jusqu'au bout du démantèlement du Hamas, parce que le Hamas, en réalité, constitue une menace pour non seulement Israël, mais la plupart des pays de la région Méditerranée orientale et de la région du Moyen-Orient, parce que ça constitue également une menace pour les pays européens, ça constitue une menace pour la région de l'Afrique du Nord au sens très large du terme, depuis l'Égypte jusqu'au Maroc. Donc il y a un consensus tacite que l'on est obligé de masquer ou du moins d'habiller avec un rappel ritualisé à la solution à 2 États. Alors, concrètement, est-ce que vous avez le sentiment, vous avez presque répondu à cette question d'une certaine manière, que les Américains, à un certain moment, pour diverses raisons, en particulier des raisons, on va dire, électorales, l'approche de l'année des élections présidentielles, peuvent changer, on va dire, d'approche et dire à Israël, voilà, ça fait 3 mois que ça dure, ça suffit, on ne va pas vous fournir, continuer à vous fournir des munitions, parce qu'on sait que les Américains ont fourni ces derniers mois énormément de munitions aux Israéliens. Il va falloir cesser les combats dans la bande de Gaza et commencer à envisager donc une reconstruction. Pour comprendre la région, il faut
recourir à une image, c'est celle des poupées russes. Vous savez que les poupées russes, c'est une petite poupée dans une poupée un peu plus grande, dans une troisième encore plus grande, et finalement dans une très grosse poupée. Le jeu des poupées russes consiste à ouvrir la grande poupée, à trouver la poupée plus petite, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouve la toute petite poupée minuscule qui est l'ultime et dernière poupée. Nous avons quelque chose de ce genre actuellement avec ce qui se passe autour de Gaza. Il y a une petite poupée qui est le conflit entre Israël et le Hamas, conflit qui a été initié par l'attaque barbare, sauvage du Hamas contre Israël le 7 octobre. Mais ensuite, on entre dans une série de conflits, de tensions, de problématiques stratégiques de plus en plus grandes et étendues. Il y a le Hamas et Israël. Derrière le Hamas et Israël, il y a le conflit global d'Israël avec l'Iran. Derrière le conflit global d'Israël avec l'Iran, il y a le conflit global entre Israël et l'ensemble de la région contre la menace iranienne. Derrière ce conflit beaucoup plus étendu, nous avons encore une autre dimension. Cette autre dimension, c'est la guerre, appelons ça la nouvelle guerre froide, bien qu'elle ait des aspects particulièrement chauds en ce moment, le conflit de facto qui oppose en gros les puissances anti-occidentales à l'Occident et aux pays musulmans modérés. Et finalement, le terme ultime, c'est que sur l'échiquier mondial, les très grandes puissances avancent des pions en pensant à ce qui pourrait se passer si par exemple il y a une véritable crise qui éclate entre l'Amérique d'un côté, la Chine qui est la grande puissance révisionniste anti-occidentale par excellence dans le monde actuel. Donc nous avons énormément de conflits interconnectés et à la fois la stratégie et la diplomatie tiennent compte de ces différentes approches. Lorsque Blinken vient dans la région, il pense évidemment à la guerre de Gaza, mais il pense et il pense éventuellement aussi à une guerre avec le Hezbollah, mais en réalité, il pense au-delà à la guerre globale avec l'Iran, avec l'affrontement entre les Occidentaux et la Russie à propos de l'Ukraine. Et en définitive, il pense au jeu chinois. Voilà quelle est la situation. Et rien n'est plus révélateur de cette histoire de poupée russe que ce qui se passe actuellement en mer Rouge. Mmh. En mer Rouge, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que les Iraniens ont activé l'un de leurs satellites, le mouvement Houthi au Yémen. Ils ont donné à ce mouvement Houthi à la fois les instructions et les moyens pour créer une crise sans précédent, d'une gravité sans précédent, c'est-à-dire une attaque globale contre les grandes voies de communication commerciale internationale qui transitent par la mer Rouge, par le Bab el-Mandeb au sud et par le canal de Suez au nord. Voilà une crise très grave qui révèle en réalité l'imbrication. Oui. Alors on comprend bien cette imbrication. Une dernière question, Michel. L'impact de ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza sur le Parti démocrate, sur les chances de Biden d'être réélu ou de même se représenter, parce que je le disais hier qu'il y a même des gens qui, dans l'entourage du président américain, affirment qu'il ne va pas se représenter pour des raisons de santé. Quel est l'impact de la guerre à Gaza, de la situation au Proche-Orient sur la campagne électorale américaine ? La réalité, c'est que beaucoup plus qu'un changement, disons,
stratégique de la part de l'administration Biden actuelle par rapport à Israël. Le véritable élément d'inquiétude pour Israël, c'est une situation chaotique qui risque peu à peu d'apparaître aux États-Unis tout au long de cette campagne électorale. Nous avons chez les républicains ce qu'on pourrait appeler l'hypothèque Trump, et chez les démocrates, il y a le fait que Biden est considéré comme peu populaire dans l'électorat démocrate. Son engagement en faveur d'Israël, en particulier, ne fait pas du tout l'unanimité chez les démocrates. Il y a en réalité une véritable scission interne au sein du Parti démocrate américain. Ça avait commencé avec probablement Obama contre Hillary Clinton, mais aujourd'hui, ce genre de division interne va beaucoup plus loin. Ouais. Personne ne sait en réalité comment les choses vont évoluer. Vous parliez d'un abandon de Biden. Il y a une autre. Ouais, on n'a pas beaucoup le temps, Michel. On s'excuse, mais effectivement, on a bien compris que on va dire l'instabilité que nous vivons ici en Israël, elle peut aussi donc se transposer aussi d'une certaine manière aux États-Unis au cours de cette campagne électorale de 2024. Merci beaucoup, Michel Gurfinkel, d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonne journée, à bientôt, Michel. À bientôt.